Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à ce programme. Il y a 25 ans que le Congo et le Kazakhstan nouaient leurs relations diplomatiques et dans le cadre de la dynamisation de cette coopération bilatérale, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a effectué une visite officielle au Kazakhstan du 1er au 3 août 2024 sur invitation de son homologue Kassym-Jomart Tokayev. Cette visite de Denis Sassou Nguesso, qui coïncidait avec le 25e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, a été l'occasion pour les deux chefs d'État de passer en revue l'état de cette coopération et d'ouvrir de nouvelles perspectives. C'est en effet ce dont il est question au cours de ce numéro de l'heure de vérité. Ainsi, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur le directeur général des mines, Urbain Fiacre Oppo. Bonsoir Monsieur le directeur et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. La visite officielle du président de la République, Denis Sassou Nguesso, au Kazakhstan a été marquée par la signature des accords multisectoriels entre les délégations congolaises et kazakhs. Des accords portant entre autres sur l'industrie pétrolière et gazière, les technologies de l'information et de la communication, la cybersécurité et le domaine minier. À ces accords s'ajoute un mémorandum relatif à l'exemption de visa entre le Congo et le Kazakhstan aux porteurs de passeports de service. Retour dans ces moments forts du séjour présidentiel au Kazakhstan dans ce condensé d'images. Le programme du séjour du président de la République au Kazakhstan s'est ouvert par la réception ce vendredi 2 août 2024 au palais présidentiel à Korda avec tous les honneurs dus à un homme de son rang. Denis Sassou Nguesso est accueilli dans le hall du palais par son homologue Kassym-Jomart Tokayev avant les hymnes nationaux des deux pays. Après la poignée de main qui scelle désormais la coopération entre le Congo et le Kazakhstan, les deux chefs d'État ont échangé. Ces entretiens ont permis au président Denis Sassou Nguesso et Kassym-Jomart Tokayev de mieux cerner les questions économiques et d'apprécier le désir de voir la coopération bilatérale entre le Congo et le Kazakhstan aller crescendo. Pour ce faire, les deux personnalités ont saisi cette occasion pour manifester leur intérêt à donner une impulsion à la coopération entre Brazzaville et Astana et par conséquent de raffermir cette coopération dans plusieurs domaines. Ils ont aussi résolu d'étudier les pistes visant à consolider cette coopération tout en mettant sur pied une stratégie commune et efficace sur des sujets variés. La séance de travail entre la délégation congolaise et kazakh s'est tenue en présence des présidents Denis Sassou Nguesso et Kassym-Jomart Tokayev. Elle a été ponctuée par la signature des accords multisectoriels pour dynamiser cette coopération en vue d'un développement inclusif. Des instruments juridiques qui visent à n'en point douter à asseoir des relations fructueuses entre le Congo et le Kazakhstan. L'industrie pétrolière et gazière, les technologies de l'information et de la communication, la cybersécurité, pour ne citer que cela, ont constitué le menu. Il y a en outre le mémorandum relatif à l'exemption des visas entre le Congo et le Kazakhstan. Prenant la parole à son tour, le président de la République a donné des axes de coopération entre les deux pays. L'économie de mon pays, tout comme celle du Kazakhstan, tout le monde le sait, repose essentiellement sur le secteur pétrolier. Dans ce domaine, le Kazakhstan, pays qui dispose d'une expérience avérée, à même de profiter au Congo à travers des prises de participation par ses opérateurs. Notre pays est doté d'autres ressources minières notamment, avec des gisements encore peu exploités ou en attente de valorisation,
à l'image des phosphates et des potasses si abondantes dans la région maritime de Pointe-Noire. Force de ces importantes réserves de gaz, de phosphate et de potasse, le Congo peut aujourd'hui envisager la production des engrais pour l'amélioration de ses rendements agricoles. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso, apprécie la signature de ces accords avec le Kazakhstan. Il faut toujours tenter parce que notre pays a soif de développement, notre peuple veut le développement, il a droit au développement et nous faisons feu de tout bois, nous allons dans tous les azimuts pour rechercher cela, là où il y a la moindre possibilité d'apporter tant soit peu du développement chez nous, nous le faisons. Hier en Azerbaïdjan, aujourd'hui au Kazakhstan, disons 4 mois après, sans oublier dans la foulée la Russie. Alors comment s'explique cette attention accrue ces derniers temps du président de la République sur cette partie du monde, monsieur le DG? Merci beaucoup Madame Aline. D'entrée de jeu, j'aimerais d'abord dire ma gratitude à cet espace qui me permet de dire un mot sur le déroulé du voyage du président de la République au Kazakhstan. Les visites du président de la République dans cette zone de l'Europe de l'Est montrent bel et bien la bonne santé des relations diplomatiques que le Congo entretient avec ces pays de l'Europe de l'Est. Les visites du président de la République poursuivent un objectif très précis. Nous savons très bien que le président de la République a un objectif de renforcer les liens culturels, scientifiques, diplomatiques et commerciaux. Ce voyage dans cette zone de l'Europe de l'Est poursuit un objectif de renforcer les liens diplomatiques, surtout en particulier. Tout à fait. Alors, les relations entre le Congo et le Kazakhstan en particulier totalisent 25 ans cette année. Quel bilan, selon vous, peut-on tirer de cette coopération, sachant que les Congolais connaissent peu de cette coopération qui pourtant date de 25 ans aujourd'hui? Je pense que durant les 25 ans, le Congo et le Kazakhstan ont entretenu de bonnes relations. Malheureusement, ces relations diplomatiques n'étaient pas soutenues par des accords. Ce voyage du président, effectivement, avait pour objectif de raviver en quelque sorte cette diplomatie avec la signature de plusieurs accords pour essayer de corriger certaines faiblesses que nous avons constatées dans les relations qui existaient entre ces deux États, notamment l'absence, par exemple, de la représentation diplomatique, vous l'avez déjà dit. Il fallait absolument qu'il y ait quand même une représentation diplomatique pour permettre qu'il y ait une fluidité d'informations, mais aussi des échanges. Parce que pour maintenir une bonne relation, il faut bien qu'il y ait un certain nombre d'accords. Il n'y a pas eu d'accord durant les 25 ans pour renforcer les liens diplomatiques, économiques et ainsi de suite. Et donc, ce voyage avait aussi, entre autres objectifs, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, de corriger l'absence de ces accords dans les relations avec le Kazakhstan. Voilà un peu ce que je peux dire. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'était en quelque sorte une relation de forme. Donc, il fallait formaliser avec la concrétisation, sinon la signature des accords dont nous parlons au cours de cette émission. Alors, monsieur le DG, vous faisiez partie de la délégation congolaise accompagnant le président de la République au Kazakhstan, notamment à Astana, la capitale kazakh. Une visite marquée par la signature des accords multisectoriels, dont le domaine minier qui est le vôtre. Alors, quel type d'accord a été réellement signé dans votre domaine? Avec le Kazakhstan, nous avons convenu effectivement de signer un protocole d'accord dans le domaine des mines. Et ce protocole d'accord, il s'agit donc d'un document dans lequel les parties ont étalé leurs intentions de coopérer ensemble dans des sujets d'intérêt commun. Et donc, dans ce cadre, le département des industries minières et de la géologie de la République du Congo et le département de l'industrie et de la construction de la République du Kazakhstan ont convenu de signer un accord qui doit couvrir en gros plusieurs aspects dans le domaine des mines, parmi lesquels nous avons la formation et l'échange d'expérience. Comme vous le savez, dans le domaine des mines, nous avons besoin de cadres. Il se trouve que actuellement, nous souffrons d'un manque de cadres qualifiés dans certains domaines, étant donné que nous sommes en train d'aspirer à être un pays minier.
Et je pense que c'est quelque chose que nous devrions corriger, former les cadres, mais nous pensons que nous pouvons saisir l'occasion, puisque le Kazakhstan est un pays qui a une très grande expérience dans les mines et également dans certains domaines, tels que nous l'avons remarqué. N'oubliez pas qu'ils sont premier producteur mondial de l'uranium et ils produisent pratiquement les 40% de l'uranium que nous retrouvons dans le monde. Ils produisent également le nickel et d'autres produits miniers. Nous voulons tout simplement profiter de leur expérience. D'accord. Et c'est dans des échanges, dans les formations de courte durée ou de longue durée qu'on pourra établir pour renforcer les capacités techniques et professionnelles de nos agents. Donc c'est une possibilité, mais aussi on peut avoir des échanges d'expérience où les Kazakhs peuvent venir au Congo pour essayer de travailler avec nous, aller aussi sur le terrain, regarder un peu comment est-ce que nous travaillons. Donc nous allons encore discuter du contenu, mais pour le moment, le grand volet que l'on peut retenir, c'est qu'il y a, entre autres aspects que cet accord doit couvrir, c'est la formation. La formation. Nous avons également la recherche et l'acquisition des données géologiques et minières. C'est normalement la première des choses pour un État qui doit connaître quelles sont les potentialités, les mines que le pays contient dans son sous-sol. Malheureusement, ce travail n'a jamais été achevé. C'est vrai que c'est un travail continu, mais il est quand même important que l'on puisse mettre cela à la table dans les accords que nous avons signés avec nos partenaires kazakhs, qui sont très développés, que ce soit dans le numérique, dans les satellites, et on pourra profiter de leur expérience pour nos pratiques en matière de mines, surtout en ce qui concerne la recherche et l'acquisition des données géologiques. On peut acquérir les données, mais il faut d'abord les valoriser et les sécuriser. Ça aussi, c'est un problème. Nous ne travaillons réellement pas encore dans ce sens parce que je crois qu'il y a un autre point qui va venir, c'est que nous n'avons pas les infrastructures et les équipements géoscientifiques pour conserver, pour valoriser aussi. Parce que si on veut vendre l'image du pays, on doit avoir les données et on doit pouvoir les valoriser à nos partenaires qui viennent chercher à connaître ce qui se passe dans le sous-sol. Donc il y a ce volet également qui est pris en compte, notamment je parlais donc de l'acquisition des infrastructures et des équipements géoscientifiques qui sont très importants dans ce domaine des mines. Nous avons également la construction des infrastructures de production et de transport d'électricité. Alors ça, c'est un point quand même très crucial et un point très important pour notre domaine. Nous sommes entièrement dépendants de l'énergie. Je pense que souvent, un peu dans l'opinion publique, les gens disent « mais pourquoi les mines ne démarrent pas? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? On parle des mines ». C'est un point très important. Très important, qui nécessite quand même que nous puissions l'aborder avec nos amis kazakhs. C'est peut-être à cause de tous ces manquements que finalement ce secteur n'arrive pas vraiment à décoller. L'un des points très importants qui constitue l'un des défis du secteur, c'est l'énergie ou l'électricité. C'est vrai, le pays a des barrages de toutes sortes. Malheureusement, il n'y a pas d'énergie disponible pour permettre que les sociétés minières puissent commencer la production. Ce qui veut dire que dans ce secteur, il faudrait un type d'énergie ou une manière de produire l'énergie assez spécifiquement, c'est cela? L'énergie disponible, nous sommes autour de 500 ou 600 mégawatts au niveau national. Et la réserve, je crois, en énergie était autour de 180 avant que la société Lu'an des mines nous puisse demander. Mais après que la société Lu'an aura demandé ces 145 mégawatts, si vous pouvez faire la différence entre 180, il ne restera plus rien. Donc du coup, nous avons à peu près 20 projets miniers, dont 2 seulement ont déjà démarré. Ce sont ceux qui sont en Fouati, où on exploite le cuivre, avec des cathodes de cuivre qui sont actuellement exportés. On a aussi le projet sur l'exploitation du fer, non, à Mayoko? C'est vrai, je crois que vous êtes en train de parler du projet SAPRO, qui a tenté une expérience d'exportation, mais c'était, ça c'est le DSO, c'est le minerai que l'on peut prendre sans effort, avec des pelles mécaniques, directement on met dans les wagons et puis on peut exporter. Mais après, pour passer au minerai dur, qui nécessite quand même des explosifs, qui nécessite qu'on puisse concasser, il nous faut avoir de l'énergie. Mais nous ne sommes pas encore là. Et cette expérience, malheureusement, n'a pas abouti parce que le chemin de fer n'étant pas en bon état, je crois qu'il y a eu peut-être 2 déraillements qui ont fait que cette exploitation ne puisse plus continuer. Mais sinon, le projet Sapo Mayoko avait bel et bien démarré avec l'exportation, je crois, de plus de 40 000 tonnes. Et comme il y avait des déraillements, la voie est tellement trop défectueuse. Du coup, on ne pouvait pas continuer à prendre ce risque pour exporter le produit. Alors donc, pour revenir à notre sujet concernant les infrastructures, j'insiste bien, les infrastructures de transport et d'évacuation du minerai, cette fois-ci, puisqu'on a parlé des infrastructures de production d'électricité et de transport. Mais cette fois-ci, on parle des infrastructures de transport
et d'évacuation du minéral. Alors, si nous sommes un pays minier, nous aspirons à être sur la scène mondiale comme pays exportateur des mines. Il est quand même important que nous puissions développer, construire les routes. Je parle ici des routes lourdes, le chemin de fer, mais également le port minéralier. Je crois que vous le savez aussi qu'il y a eu quelques initiatives qui ont été faites par l'État concernant donc la construction du chemin de fer depuis le sud jusqu'au nord du pays, mais bon, ça reste toujours un projet. Espérons que ça puisse voir le jour. Monsieur le DG, on est quand même curieux de savoir pourquoi, depuis toutes ces années, on parle du Congo, pays minier, mais on se rend compte qu'on est encore en phase embryonnaire. C'est quand même aberrant, non? Dans les années 80, effectivement, il y avait une société sur les potasses. Il y a eu aussi la Socorem. Ce sont nos premières expériences dans les mines. Mais après, je crois que c'est un silence. C'est à partir des années 2005 que l'activité minière a réellement repris. Il y a eu vraiment un engouement. Jusqu'à aujourd'hui, je peux le dire, puisque le code de 2005 a permis qu'il y ait la découverte, qu'il y ait la mise en évidence de plusieurs gisements. Nous en avons aujourd'hui, il y a 20 prospects, je l'ai dit, 20 prospects miniers. Et sur les 20 prospects, il n'y a que 2 qui ont réellement démarré en Fouati avec la société chinoise Soremi. Cette société a eu la chance puisqu'il y a l'électricité et elle peut transporter son minerai qui est déjà transformé, hein, parce que là, il y a une usine là-bas, il faut le dire, qui transforme le minerai en cathode de cuivre. Donc c'est des plaques d'à peu près 1,50 m sur une largeur peut-être de 1 mètre, quelque chose comme ça, que l'on peut facilement mettre donc dans les véhicules et on les transporte. Fouati, c'est pas trop loin. Donc ils peuvent transporter leur minerai qui est déjà transformé et c'est ce qui se passe. Qu'en est-il alors de tous ces permis que vous attribuez aux sociétés, aux investisseurs qui viennent au Congo dans ce domaine? On le suit à travers l'actualité, monsieur. Oui, oui. Alors, je reviendrai un peu, si vous me le permettez, hein, mais je reviendrai quand même parce que nous sommes encore en train de dérouler cet accord concernant les mines. Nous parlions tout à l'heure donc des infrastructures de transport et d'évacuation. Donc c'est le chemin de fer que l'on doit construire. L'État avait pris l'initiative de construire ces chemins de fer. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Je pense qu'on est toujours dans les négociations, on est toujours en train de chercher avec les partenaires. Et d'ailleurs, dans les échanges entre les 2 présidents, au Kazakhstan, le président de la République est revenu sur l'importance de développer la logistique en ce qui concerne le secteur du transport. Et donc là, on peut faire allusion au chemin de fer. Et sans chemin de fer, on ne peut pas espérer faire une exploitation rentable. D'autant plus que pour qu'une exploitation soit rentable, si on doit utiliser les véhicules, la réglementation CEMAC exige les véhicules de 50 tonnes. Or, pour que l'exploitation soit rentable, il faut utiliser des véhicules de 80 tonnes, ce qui n'est pas déjà possible. Et regardons aussi les distances, déjà que pour qu'une mine soit rentable, il faut peut-être transporter le minerai par véhicule sur une distance à peu près de 200 km. Au-delà de 200 km, en tout cas, la mine ne peut pas être rentable. Donc, c'est très important pour nous de garder ce point dans la coopération avec la partie kazakh concernant donc les infrastructures. Alors, du point de vue de la répartition de nos gisements, ça reste quand même très délicat, en ce sens que nous avons au nord du pays 3 gisements de fer qui sont là-bas. Au sud, on a à peu près 8 gisements sur les engrais, les potasses et les phosphates. Et nous avons 3 gisements de fer dans la zone de Mayoko et puis Zanaga. Donc vous imaginez, il y a encore beaucoup plus de gisements dans la zone sud. Ça fait que nous puissions avoir plusieurs tronçons en quelque sorte. Le ministère en charge du transport, je crois qu'ils ont déjà une étude de faisabilité. L'itinéraire, la cartographie. Donc c'est très important, mais ça reste quand même un défi pour le secteur. En plus, vous avez le port minéralier, qui a eu quand même des initiatives avec CRBC, la société chinoise qui avait fait des études. Ils avaient pu mobiliser un financement, mais le ministère qui est en charge de la construction du port peut certainement nous édifier davantage. Mais nous sommes bénéficiaires de cette infrastructure. Sans cette infrastructure, ce serait quand même très difficile de faire l'exportation, étant donné que le port autonome de Pointe-Noire n'est pas habilité à ce genre d'opération. Et déjà qu'il n'y a pas assez d'espace, ça va être très compliqué. Et donc nous insistons pour qu'il y ait un port minéralier, parce que ce sera un port multimodal. Et ce port devrait donc permettre le chargement de plusieurs types de minerais, parce qu'on a 7 sociétés qui sont dans le fer, 8 dans les engrais,
enfin je parle des projets, et vous avez 2 qui sont dans les polymétaux. Donc il faut que ce soit un espace où facilement on peut faire le chargement et sans pourtant bousculer les uns et les autres, parce qu'au port autonome de Pointe-Noire, ça ne sera pas facile, mais je pense que les premières exportations vont commencer par le port de Pointe-Noire. C'est une réflexion qui est en cours, et déjà la société Sapro a eu à le faire, donc on essaiera un peu déjà de démarrer avec le port de Pointe-Noire, mais je vous avoue qu'il n'est pas aménagé pour ce genre d'opération. Nous avons également inscrit donc dans ces accords la transformation locale des produits miniers. Alors ça c'est très important. Ouais. C'est très important, et c'est ce que nous souhaitons, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui vont exploiter un certain nombre de minerais, mais il faudrait bien qu'il y ait aussi des sociétés qui puissent transformer localement les produits pour que nous puissions avoir... Ce qui nous permettrait, par exemple, nous les femmes qui aiment bien les bijoux, d'en disposer sur place. Ah ben déjà, ce n'est pas l'or. Hein. On souhaiterait bien que ça soit de l'or. Oui, oui. On souhaiterait bien que ça soit de l'or, mais là, ce n'est pas déjà de l'or. Donc, on souhaiterait qu'il y ait une transformation locale. Et ça, on y tient, parce que si on ne fait pas la transformation locale, tout le produit est envoyé à l'extérieur. Ensuite, il revient ici là avec une valeur commerciale, ou parfois avec des prix très exorbitants. Exactement. Donc, nous consommons beaucoup de fer pour la construction de nos maisons et tout. Et donc, on souhaiterait quand même qu'il y ait une transformation locale pour qu'on puisse avoir ne fût-ce que le fer à béton et d'autres types de fer pour permettre que nous puissions construire notre pays, parce que nous sommes en phase de construction ou de développement. Nous ne sommes pas comme les pays de l'Europe, pour la plupart qui ont déjà construit, ils ont déjà fini leurs problèmes, mais maintenant, même les problèmes du ventre, ils ont déjà tout réglé. Mais nous, on a encore tous ces problèmes à régler. Alors, il y a la société Soremi qui exploite, je disais, les polymétaux, qui fait déjà une transformation, mais ce sont des produits préfinis qu'ils exportent. Mais si on avait des unités de transformation au niveau local, ces unités de transformation prendraient le relais en fabriquant, par exemple, des câbles électriques. Et c'est un peu ça l'idée. Je crois qu'il y a des usines qui ont été construites au niveau de Maluku. Au niveau de Maluku. Et je pense que peut-être que dans une de ces usines, on pourrait prendre le relais, par exemple, de prendre des cathodes de cuivre et de fabriquer, par exemple, les câbles électriques. Puisque nous avons le produit préfini qui est ici, qui est donc transformé ou fabriqué par la société Soremi. Tel était le contenu d'une manière un peu ramassée de l'accord que nous avons signé avec la partie kazakh concernant les mines et qui devrait couvrir donc tous ces aspects que je venais de vous citer. Et c'est très important. Je ne sais pas si vous avez encore des questions à ce sujet, mais voilà. Finalement, il y a des atouts qui attirent en tout cas les investisseurs kazakhs à venir au Congo dans le domaine des mines, par exemple, pour faire leurs opérations. Oui, oui. On n'a pas à s'inquiéter. Il y a de la matière. Dans le secteur des mines, il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a de la matière et les partenaires kazakhs peuvent trouver leur compte dans ce que nous avons proposé, comme nous aussi, puisque c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et on devrait nous aussi trouver notre compte dans ce protocole d'accord que nous avons signé avec la partie kazakh. Surtout que le chef d'État les a appelés, en tout cas les a encouragés à ne pas hésiter à venir investir au Congo pour aider surtout le secteur des mines à décoller, puisque nous l'avons dit et on le sait tous que ce secteur jusqu'à aujourd'hui peine vraiment à s'asseoir et à constituer l'une des locomotives de notre économie. On souhaite vraiment que ça bouge dans ce sens. Nous le souhaitons tous. Nous le souhaitons tous et nous avons donc invité nos partenaires kazakhs à venir ensemble regarder qu'est-ce que l'on pourra faire. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vous l'ai dit, il y a certains défis à relever, notamment sur le transport. D'ailleurs, sur ce point, le président de la République a invité la partie kazakh aussi à nous aider à développer la logistique en ce qui concerne les transports. Il a parlé longuement de la ville de Pointe-Noire et de Brazzaville qui sont distantes de 510 km et qui sont reliées par une route lourde et un chemin de fer. Ce sont des opportunités que la partie kazakh pourra saisir. Mais il a aussi mis en relief surtout la position géographique du Congo en tant que pays de transit et que les Kazakhs pourraient également se servir pour aller envers d'autres pays si jamais ils peuvent s'installer ici. Bon, il y a bien d'autres choses, mais je pense qu'on va dérouler au fur et à mesure. Si jamais il y a un point qui va dans ce sens, je pourrais
toujours faire le commentaire du message du président de la République concernant donc les infrastructures. Mais il se trouve qu'en termes de distribution de permis, il y a quand même une saturation au niveau notamment des côtes de Pointe-Noire et ses environs. Donc on peut être rassuré de ce que dans le domaine des mines, il y a encore de permis disponibles et qu'il y a à faire encore pour aider ce secteur réellement à décoller au Congo. Je dirais que le Congo est un pays pratiquement qui couvre une superficie de 342 000 km². Et sur les 342 000 km², le Congo a une géologie qui est très diversifiée, avec 8 unités structurales, et le potentiel n'est pas toujours encore bien connu. Il n'a pas totalement été mis en évidence. Donc il y a encore du boulot à faire en ce qui concerne la recherche et l'inventaire. Et donc en se référant au plan minéral, un plan minéral qui date des années 1993. Donc nous avons à peu près jusqu'à, je crois, 372 points indiciaires. Ce sont des indices de substances qu'on a identifiés au Congo. 372. Donc on peut parler de l'or, de diamants, d'autres. Enfin, 372 points indiciaires qu'on a identifiés. Nous connaissons très bien certaines substances pour lesquelles nous avons déjà longuement travaillé, comme le diamant, l'or et tout ça, qui sont connus. Donc ça existe réellement au Congo. Et oui, donc oui, j'ai pas eu tort de dire que finalement c'est bien de faire dans la partie, de la transformation sur place. Dans la partie nord, tout comme au sud, nous avons le diamant. Et l'or, c'est un peu partout. Nous avons la cassitérite, le coltan, les potasses, le fer en abondance. Et nous avons des réserves très importantes de phosphate et de polymétaux. Ce sont des substances minérales qui sont connues. Je vous ai parlé de 372 points indiciaires. Il y en a un point d'indice. Beaucoup. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire pour voir si réellement on peut avoir d'autres gisements concernant d'autres substances. On pourrait faire des recherches qui pourront aboutir certainement à la découverte des substances similaires, tout comme on peut aussi avoir de nouvelles substances. Mais à côté de cela, ne négligeons pas aussi les géomatériaux de construction. Ces géomatériaux aujourd'hui occupent pratiquement peut-être les 90% de notre production en matière de mines. C'est vrai que ce ne sont pas des mines proprement dites, mais les matériaux de construction sont très consommés dans notre pays pour aménager les routes, pour la construction des maisons. Et c'est un secteur qui emploie également et que nous semblons souvent négliger. Donc les géomatériaux, il y en a également qu'on ne devrait pas négliger parce que ça permet quand même de faire asseoir ou de créer des entreprises, mais de donner aussi du travail aux jeunes et à tous ceux qui désirent avoir le travail. Donc pour nos investisseurs, je pense qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Tous ceux qui désirent, que ce soit des nationaux ou des étrangers, qui désirent travailler au Congo, je pense qu'il y a encore des espaces. Et pourquoi? Parce que nous sommes un État où les choses sont réglementées. Donc l'exploitation minière est encadrée par une réglementation qui est connue. Nous avons une loi que nous appelons ici là, le Code minier, avec des textes d'application et tout. Donc tous ceux qui désirent travailler dans le secteur sont assujettis effectivement à cette réglementation. Et ceux qui ne travaillent pas dans ce sens vont se voir leur titre retiré conformément aux dispositions en la matière. Et ça permet donc de libérer des espaces. Alors ça, je pense que dans un passé très proche, vous avez appris que nous avons eu à retirer des titres parce que nous avons eu des opérateurs véreux qui ont pris en otage, excusez-moi, le terme il est trop fort, mais... C'est fondé. Qui ont pris en otage des titres ou des permis et qui ne voulaient pas les développer. Bon, à un moment donné, l'État effectivement s'en est saisi et a demandé à ce qu'on puisse retirer ces titres. C'est un mécanisme effectivement qui existe, qui permet à ce qu'on libère des espaces aussi pour donner à ceux qui en veulent, à ceux qui veulent réellement travailler. Donc, en dehors de ça, les partenaires kazakhs, puisque vous avez dit est-ce qu'il y a encore des espaces, je crois que j'ai répondu à la question. Tout à fait. Mais les partenaires kazakhs peuvent également travailler déjà avec des partenaires qui sont sur place, qui ont déjà des titres, qui ont déjà fait toutes ces études et qui ont des projets prometteurs que nous connaissons tous. Je vous ai parlé de 20 projets prometteurs. Donc, nous espérons que dans les jours à venir, effectivement, le boom minier verra réellement le jour. Donc, dans combien de temps alors? Non, on y arrivera. Dans combien de temps? Mais dans un avenir vraiment très proche. On dit toujours très proche. Oui, oui, très proche. Ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans. Oui, parce qu'après, ce que vous ne connaissez pas, c'est quoi? Quand on prend par exemple dans le domaine pétrolier, entre la recherche et la découverte, il se passe souvent beaucoup de temps.
On a fait peut-être des recherches pendant 8 ans et puis on a découvert. Mais même quand on a découvert, on doit encore faire des essais. Donc entre la découverte et la production, même dans le domaine pétrolier, il peut se passer peut-être 8 ans, 10 ans. Mais ce qui intéresse les gens, c'est qu'à un moment donné, ils ne savent pas ce qui s'est passé là-bas. Ils voient seulement qu'on a commencé à produire le pétrole. Aujourd'hui, je crois qu'on est en train de parler d'un autre gisement que Total a découvert, mais vous ne pouvez pas imaginer combien de temps ils ont fait pour mener ces études et arriver à mettre en évidence ce gisement de pétrole. Donc, je pense que le temps, il est si proche, mais nous avons quand même quelques difficultés, quelques préalables que nous devrions résorber afin que les mines puissent réellement jouer leur rôle tel que vous le sollicitez. Monsieur le DG, on a également entendu parler, vous l'avez effleuré tout à l'heure, des accords sur l'exploitation de la potasse. C'est un gisement qui est très important pour nous, notamment en termes de fourniture d'engrais agricoles. Alors, un mot sur ce projet. Alors, en ce qui concerne les engrais ou les potasses et les phosphates, qui sont donc des engrais qui sont vraiment attendu tant au niveau national qu'au niveau international. Parce qu'au niveau national, on ne pourra pas consommer toute la production des engrais. Je pense qu'il y a quand même des évolutions dans ce secteur. Déjà, il y a 8 gisements qui sont connus, qui ont vu toutes leurs études déjà réalisées et qui sont en train de rechercher des financements. Parce que la partie la plus compliquée, c'est celle-là, rechercher les financements. Mais tous ces gisements se retrouvent pratiquement dans la zone de Pointe-Noire, donc dans la zone du Kouilou, je voulais dire, où le Kouilou et Pointe-Noire, et où toutes les conditions pour l'exploitation sont presque réunies. Nous avons dans cette zone de Pointe-Noire l'énergie, nous avons du gaz, puisqu'on aura besoin du gaz. Certains gisements sont à moins de 30 km. Je peux prendre le gisement des phosphates de Inda, qui est pratiquement à moins de 30 km de la mer, donc on peut facilement même utiliser les camions pour l'exportation. Donc je disais qu'il y a quand même des évolutions. Nous avons une société qu'on appelle l'UAN des mines qui a commencé à construire l'usine de traitement qui va être achevée fin 2025. Selon les prévisions, ce sera en fin 2025. Si on arrive à le faire, déjà une grande avancée, parce qu'il faut bien qu'il y ait une société qui démarre pour inciter également les autres, puisque les autres n'auront plus raison, puisqu'il y aurait eu déjà une société qui a pu faire ses efforts, qui a pu démontrer et qui a pu mettre en production. Donc les autres sociétés qui sont dans la même substance vont effectivement aussi s'activer pour qu'elles puissent produire. Donc nous espérons que d'ici 2025, on aura une deuxième usine, après donc l'usine de Soremi, une deuxième usine qui va permettre la production des engrais, mais aussi une transformation sur place pour que nous puissions soutenir le secteur de l'agriculture, qui est un secteur très important. Et la production en termes d'engrais dans le secteur des mines va permettre donc que l'agriculture puisse également se développer. On peut attendre un peu, quelques jours ou quelques mois, on peut attendre. Mais patienter avec beaucoup d'espoir. Mais oui, avec beaucoup d'espoir, puisque là, c'est du concret. On avait fait une descente pour aller voir ce qui se fait déjà sur le terrain avec le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie, M. Pierre Oba, qui était accompagné donc de son collègue ministre de l'Industrie, ministre Fila. Il y a un espoir dans ce secteur où on verra une deuxième usine d'ici fin 2025, début 2026, nous aurons déjà une usine toute faite. Dans tous les cas, on vous invite, vous les journalistes, à venir voir vous-même pour que vous puissiez relayer l'information parce que c'est très important. Et cette année 2024, entre-temps, en attendant que tous ces projets aboutissent, quelle est votre part de contribution dans l'emploi des jeunes concernant votre domaine? Alors, en ce qui concerne l'emploi des jeunes dans notre secteur, en 2024... Une année dédiée à la jeunesse par voilà, donc président de la République. Le département des mines, effectivement, travaille donc à mettre en œuvre l'instruction contenue donc dans le message du chef de l'État concernant donc les jeunes. Et les prévisions dans le secteur des mines pour cette année 2024 sont de 2000 emplois. Et cela en fonction des évolutions donc, des travaux qui sont développés dans différents projets. Mais notre ambition d'un projet à un autre est de faire que le secteur des mines soit un véritable réservoir d'emploi.
Voilà un peu ce que je peux dire. C'est très bien. Je pense que c'est un bon espoir pour notre jeunesse. Oui, oui, je crois que les jeunes peuvent compter sur les mines parce qu'il y a beaucoup d'emplois dans le secteur des mines. Mais comme je l'ai dit, cela va vraiment avec les évolutions dans chaque projet. Et les emplois dans les mines, par projet, on peut dépasser les 1000 emplois. Et c'est principalement dans quel secteur à peu près, quel domaine? La recherche, l'exploration peut-être? Alors ici, là, c'est carrément dans la mine. Hein. Directement. Ce que nous disons ici, là, c'est carrément dans la mine. Bon, on a préféré citer au moins les emplois qui sont directement dans la mine, mais je pense qu'on peut aller au-delà de plus de 2000 emplois. Puisque la mine chez nous, il y a 3 types. Il y a la mine artisanale que vous connaissez très bien, il y a la mine semi-industrielle, il y a la mine industrielle. Mais ici, je parle de projets industriels sur lesquels les jeunes peuvent effectivement compter. D'accord. Alors, Monsieur le DG, le président de la République a toujours insisté sur le fait que notre pays, le Congo, est en paix et surtout ouvert aux partenaires techniques et financiers divers. Cette ouverture vers de nouveaux horizons de coopération, selon vous, ne risque-t-elle pas de froisser les partenaires bilatéraux traditionnels du Congo et peut-être compromettre d'autres projets, non? En tout cas, c'est une question... Bon, elle n'est pas délicate, mais bon, je comprends un peu la pertinence de votre question. Alors, il faut d'emblée dire que le Congo était un État souverain. Ok. Le Congo était un État souverain et le Congo travaille en toute harmonie avec tous les États du monde avec lesquels nous sommes vraiment en partenariat, et ce, dans le respect des accords qui sont mis en place. Donc, on ne travaille pas en dehors de nos accords. Et donc... nous sommes libres, nous l'État congolais, en vertu de notre souveraineté, mais étant aussi un pays de droit, nous sommes quand même libres de pouvoir faire intervenir différents partenaires dans les domaines que nous avons choisis. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, si nous prenons le cas, le secteur pétrolier, tout comme le secteur des mines, nous avons des partenaires de toutes les nationalités, ce serait trop dire, mais des nationalités diversifiées. Beaucoup de nationalités. Donc, je ne pense pas que notre choix pour les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, je voulais dire, que ça soit vraiment quelque chose de très délicat, à mon avis. Et cela n'est pas vu d'un mauvais œil par nos partenaires? Non, ça ne devrait pas parce que... comme l'Europe occidentale, par exemple? Non, pourquoi? Je ne pense pas. Je disais que nous sommes quand même libres. Cela dépend de quoi? Des évolutions, de la donne. Ce que l'on peut aller rechercher en Europe ou en Europe de l'Est, peut-être qu'on ne l'a pas eu du côté de l'Occident. Donc nous sommes dans un monde ouvert où le marché est concurrentiel. Bon, on peut effectivement, en vertu de nos droits, de notre souveraineté, on peut effectivement négocier avec des partenaires de tous les horizons. Donc à mon avis, je ne pense pas que nos partenaires traditionnels devaient se sentir frustrés et si ça se passe dans le respect des accords. Dans tous les cas, tout est à notre intérêt de multiplier les partenaires et les ressources de revenus pour mieux asseoir notre développement socio-économique. Les accords sont signés à Astana. Quelle suite après cette étape cruciale? À quand les premiers signes de cette nouvelle dynamique entre le Congo et le Kazakhstan? Le président de la République, le chef de l'État, a insisté sur le suivi des accords. Il nous a instruit, en tout cas, de faire le suivi des accords et d'y repartir au mois de septembre, surtout pour ceux qui sont dans le domaine des finances et du numérique, puisqu'il avait insisté. Déjà ça, au moins, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est une instruction qui a été donnée à tous ceux qui ont pris part et qui sont impliqués dans la signature de ces accords, de sorte que ces accords puissent avoir des effets. Parce qu'il ne veut pas, il dit que ça fait beaucoup de temps que nous signons des accords, mais certains accords ne sont pas suivis et ne donnent pas des effets. Je peux vous rassurer que le président de la République a insisté sur ce point du suivi des accords, mais également, il doit voir les effets de ces accords le plus vite possible. Et donc, vous êtes engagé en tout cas à respecter cette orientation, sinon ce mot d'ordre du président de la République. Oui. Donc, quand vous parlez déjà de septembre, c'est déjà demain. Septembre, c'est déjà demain. C'est très concret. C'est du concret. Septembre, c'est déjà demain. Je pense qu'on devrait s'atteler à s'organiser de sorte que l'on puisse
faire de bonnes propositions, à repartir, que ce soit en Azerbaïdjan tout comme au Kazakhstan, pour faire le suivi de ces accords, mais pour aboutir à quelque chose de concret. De concret, pour le bien de nos populations. Oui, oui. Peut-être un appel, Je sais pas, mais... les atouts du Congo dans le domaine minier, oui, à oui. attirer les investisseurs kazakhs. Oui, oui. Donc, j'aimerais porter à votre connaissance que notre culture minière est encore vraiment à construire, parce que ça fait pas longtemps que nous sommes vraiment dans les mines, proprement dites, puisque c'est à partir de 2005, c'est avec le code de 2005 que nous avons eu un engouement dans le secteur minier qui a permis qu'on puisse mettre en évidence plusieurs gisements. Nos atouts et plusieurs gisements. Ouais, nos potentialités et donc, dans ce sens. Pour nos investisseurs qui sont donc invités à venir au Congo, je pense que le Congo va constituer, comme on a dit, une véritable source d'opportunités au regard de la complexité des préoccupations, surtout à résoudre dans le secteur. Je vous ai parlé du chemin de fer, par exemple, du chemin de fer que l'on doit construire. Donc, je parlais de la construction des infrastructures de transport et d'évacuation. Ce sont des opportunités et nos partenaires kazakhs peuvent en saisir. Nous avons aussi parlé comme opportunité des infrastructures de production et de transport d'énergie. Tout à fait. Alors, le secteur minier a besoin à peu près de 2000 mégawatts. Parce qu'il y a 3 phases qu'il faut distinguer dans ce secteur. Vous avez, lorsqu'une mine va se mettre en place, dans une première phase, ils ont besoin d'un peu d'énergie, jusqu'à 25 kilovolts, pour mettre en place la mine, donc les travaux de construction. Mais lorsqu'ils vont démarrer la production, par exemple, la société Luan des Mines a besoin de 145 mégawatts. Et si on doit multiplier ce chiffre de 145 mégawatts par les 18 autres projets, vous voyez un peu, ou bien même par les 13 sociétés, vous voyez un peu ce que ça donne comme chiffre. Donc c'est très important comme opportunité pour les Kazakhs. Nous avons par exemple remarqué qu'au niveau du Kazakhstan, il y a des centrales privées, des centrales pour l'électricité privées. Et je pense que c'est une opportunité, puisque chez nous également, aujourd'hui, il y a la possibilité que dans ce secteur, des investisseurs puissent construire leurs barrages et qu'ils puissent mettre l'énergie à la disposition de tous ceux qui en demandent. C'est ce que nous avons par exemple remarqué au Kazakhstan. Ils ont 250 centrales qui appartiennent à des privés. Et donc ça permet déjà un peu à l'État de se libérer. Enfin, ça soulage quand même l'État, qui ne sera pas le seul à avoir le monopole dans le secteur, mais également d'autres privés. Donc vous avez comme opportunité, je vous parlais de l'inventaire géologique et minier du secteur. Nous avons commencé ce travail avec Asperbras, mais malheureusement ce travail n'a jamais été achevé jusqu'à aujourd'hui. Et il y a encore des parties qui n'ont pas été couvertes donc, par cette campagne d'inventaire géologique. Et nous pensons que nos partenaires kazakhs peuvent effectivement saisir cette opportunité ensemble pour que nous puissions procéder à l'inventaire du secteur minier. Mais il y a aussi la recherche et l'exploitation. Vous m'avez demandé s'il y avait encore des espaces. Je vous ai expliqué qu'on peut toujours libérer des espaces pour satisfaire nos partenaires. Mais sinon, il y a toujours des espaces pour que nous puissions effectivement conforter de notre côté cet accord que nous avons eu à signer avec le Kazakhstan. Nous avons la construction des infrastructures géoscientifiques, c'est très important. Vous voyez à peu près là où nous sommes, c'est ça à peu près un équipement qu'on pourrait dire moderne. Et nous avons besoin de ce genre d'équipement, par exemple, au niveau du ministère des Mines. C'est ce que nous appelons des infrastructures géoscientifiques. Et c'est un peu le cas, ce que je vois ici là, une infrastructure, mais peut-être pas géoscientifique, mais qui permet quand même que vous puissiez réaliser avec beaucoup d'aisance ces émissions. Ils peuvent aussi prendre le relais. Soremi qui produit les cathodes de cuivre, les Kazakhs peuvent installer une unité de transformation des câbles, par exemple. Donc il y a autant d'opportunités, je le disais, qu'ils peuvent effectivement saisir. On parlait aussi des mines comme étant un parent pauvre. Oui. Alors, ça, et vous avez donné des raisons et que... J'aimerais quand même revenir sur ça. Ben, allez-y. Notamment parce qu'on a dit que les mines sont le parent pauvre du secteur. Moi, je ne pense pas. Nous ne sommes pas donc le parent pauvre. La perception de l'opinion sur cette question n'est pas la bonne. Ben, parce qu'on ne voit rien, monsieur le DG. On parle du Congo comme étant un pays producteur de mines. Mais sur le terrain, concrètement... Au niveau du budget, cet apport du secteur des mines est ressenti. Lorsque nous aurons à relever un certain nombre de défis qui sont liés à l'électricité,
Je vous ai dit que nous sommes entièrement dépendants de l'électricité. S'il n'y a pas d'énergie, on ne pourra pas développer les mines. Et sur cette question, le président de la République, dans ses échanges avec son homologue du Kazakhstan, il a demandé aux partenaires kazakhs de nous aider effectivement à mettre en place ou à construire des barrages, puisque nous avons un potentiel hydroélectrique qui est à peu près de 27 MW et on n'utilise que le 1%, les barrages hydroélectriques. Donc on utilise à peu près que 1% du potentiel hydroélectrique. Et donc sur ce point, le président de la République a invité les partenaires kazakhs à venir investir, notamment dans l'énergie, parce que sans cette énergie, on ne pourra pas développer notre pays, mais on ne pourra pas non plus aussi développer les mines. Il faudrait que vous le compreniez très bien. Si on n'arrive pas à résoudre la question de l'énergie, ce serait très difficile pour nous de produire les mines. L'autre question, c'est le transport. Je vous ai dit que si on ne peut pas aussi développer la logistique dans le secteur du transport, ça va être très difficile. Les sociétés minières peuvent prendre ces initiatives. Or, si on leur donne cette possibilité, notre part sera beaucoup biaisée et l'État ne pourra pas vraiment en tirer profit. Parce que ce sont vraiment des investissements très colossaux et c'est pas mauvais que l'État continue effectivement à rechercher des partenaires pour que nous puissions développer ce secteur. Mais malgré ce décor, il y a une société minière qui est opérationnelle. La société Soremi qui est opérationnelle. Elle exploite depuis pratiquement 2017 et elle contribue effectivement au budget national. Nous espérons que toutes les démarches entreprises par le gouvernement pourront donc permettre de résorber toutes les questions liées donc aux défis logistiques pour que l'on puisse développer ce secteur qui est très porteur et créateur d'emplois et source de revenus pour le pays. Oui. Vous avez énuméré des difficultés, quelques freins. D'accord. Et aujourd'hui, on comprend bien que la priorité pour que ce secteur puisse vraiment décoller réellement, c'est la production de l'énergie. La production de l'énergie. Et ça, le président effectivement a insisté sur ça. Surtout avec ses partenaires kazakhs, où il les a invités. Il est allé même loin en demandant aussi de l'énergie nucléaire, par exemple, le nucléaire civil pour la production de l'énergie, puisque les Kazakhs utilisent cette énergie pour produire, effectivement. Si chez nous, on pouvait faire la même chose. Dans un proche avenir, si les questions d'électricité sont résolues, nous pourrions confirmer notre statut d'être l'un des piliers de la diversification de l'économie congolaise. Et donc, les fonds qui seront générés dans le secteur des mines pourront être utilisés pour développer d'autres secteurs. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et ensuite, nous sommes rassurés du suivi de ces accords, puisque vous avez notifié tout à l'heure que la prochaine mission pour vous, en tant qu'expert dans le suivi de ces accords, c'est en septembre. Donc, c'est imminent. C'est imminent, en tout cas. Donc, on vous laisse le temps de conclure, monsieur le DG. Je sais que vous avez beaucoup à dire, beaucoup d'informations à mettre à la disposition des Congolais qui aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi ce secteur n'est pas assez visible en termes de production, en termes de contribution à l'économie. Donc, dites un mot pour peut-être essayer de convaincre l'opinion nationale et internationale. Merci beaucoup, madame. Je pense que l'opinion nationale doit nous faire confiance. Il doit garder son mal en patience, puisque tout l'effort qui a permis de mettre en évidence plusieurs gisements a été déjà accompli. Nous sommes en train de travailler à résoudre un certain nombre de difficultés et de défis pour que nous puissions rapidement entrer en production. Et donc, lorsque, dans un avenir proche, toutes ces difficultés liées à l'énergie seront résolues, je pense que le secteur des mines va constituer ce véritable moteur de la diversification de l'économie congolaise. Donc, nous comptons effectivement sur le dynamisme du président de la République, sur la ténacité du président de la République qui ne cesse de rechercher des partenaires. Et c'est avec ces partenariats que nous espérons que nous arriverons effectivement à résoudre très rapidement la question de l'énergie, puisqu'il y a déjà même des initiatives qui sont en cours, que nous allons réellement exploiter pour que nous puissions donner de l'énergie au secteur. Il y a aussi le chemin de fer, toujours des initiatives concernant donc la réhabilitation du chemin de fer avec nos partenaires privés. Et toutes les batteries sont en quelque sorte
disposées ou mises en place pour que nous puissions résoudre cette question. Et aussi le projet du port minier que vous avez... Le projet du port minier, effectivement, ça reste aussi un point très important qu'il faille trouver des solutions. Mais je pense que du côté de grands travaux, il y avait déjà quelques initiatives que nous sommes en train de suivre de près. En tout cas, merci Monsieur le DG pour tous ces éléments mis à notre disposition. Merci pour toutes ces explications, en tout cas de manière exhaustive. Merci d'être passé sur ce plateau de l'heure de vérité. Merci beaucoup. Merci. Voilà qui met un terme à cette émission. J'ai donc l'honneur d'être sur ce plateau avec le directeur général des mines, M. Urbain Fiacre Oppo. C'était donc le décryptage dans le domaine minier de l'orientation du Congo vers le Kazakhstan et avant le Kazakhstan, donc l'Azerbaïdjan, sous l'impulsion bien entendu du président de la République Denis Sassou Nguesso, poursuivant la matérialisation de sa vision pour l'ouverture du Congo au monde en explorant d'autres horizons et en multipliant les partenaires pour asseoir au mieux la marche vers le développement du Congo. En tout cas, merci pour votre fidélité à cette émission. Merci à l'équipe qui m'accompagne toujours dans sa réalisation, avec à sa tête le directeur général de la télévision nationale, André Andélé. En tout cas, à très bientôt sur nos antennes.